These news are on your television, Spectrum Television. Making news tonight, January 25, 2024. The Indomitable Lions captain, Vincent Abubakar and Clinton Jie, have been announced fit to play for the round 16 clash against Nigeria come Saturday, January 27, in the ongoing AFCON competition in Ivory Coast. While the AFCON competition is ongoing in Ivory Coast, 6 national football team coaches are facing a tumultuous end to the campaign. These coaches include the host country Ivory Coast, Algeria, Tanzania, Gambia, and Tunisia. Away from the AFCON 2023 competition, at least a good number of women have admitted in 2016 to having been sexually assaulted, an evil that is taking on proportions in Cameroon. Accused of sexual violence and other unhealthy practices, the case of Morals Eve Bubta, alleged guilty of rape, violence and others, has taken on another proportion. The stories in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in. You're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in Molière's language, and it's with you, Leila Renganzu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Lassec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les combinaisons des 8e de finale sont connues. Entre autres, le Cameroun affronte le Nigeria. Samedi sera 21h exactement. Le Sénégal croise le fer avec la Côte d'Ivoire lundi à 21h et mardi. On assiste au choc Mali-Burkina Faso. Olivier Bouziqueux vient avec davantage de détails. Terminer les matchs de groupe, place au 8e de finale dès le samedi 27 janvier avec 2 matchs à l'affiche. À 18h, l'Angola se frottera à la Namibie. Ce dernier découvrira les 8e de finale pour la première fois. Un peu plus tard, à 21h, le Cameroun, quintuple vainqueur et miraculé dans cette compétition après ses 2 buts inscrits en fin de match face à la Gambie, affrontera le Nigeria qui a remporté 3 fois la CAN. Dimanche 28 janvier, le duel des Guinéens retiendra les attentions à l'ouverture. Après leur bonne prestation au match de groupe, la Guinée équatoriale et la Guinée décideront laquelle ira en quart de finale. Ensuite, l'Égypte, qui est passée par la petite porte et a perdu son leader Mohamed Salah, blessé, défiera la RDC de Chancel Mbemba. Lundi 29 janvier, le Cap-Vert, sensation du premier tour en terminant premier du groupe B devant l'Égypte et le Ghana, pourrait poursuivre sa belle épopée face à la Mauritanie, auteur de son premier succès à la CAN face à l'Algérie 1-0. Les Morabitounes d'Amir Abdou vont découvrir les 8e de finale comme la Namibie. L'autre choc de la journée mettra aux prises la Côte d'Ivoire, pays hôte au Sénégal, tenant du titre et seule équipe à avoir remporté ces 3 rencontres. Le match sera un choc entre 2 cadors africains. Cette étape de 8e de finale s'achèvera le mardi 30 janvier avec 2 rencontres solides. D'abord le duel ouest-africain Mali-Burkina Faso, ensuite Afrique du Sud Maroc. Les Lions de l'Atlas partiront favoris contre les Bafana Bafana qui se sont néanmoins révélés très coriaces comme adversaire face à la Tunisie. C'est au total 16 équipes qui peuvent donc encore rêver de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 durant ces 8e de finale. Return of Captain Vincent Abubakar and Clinton Jie into the Lions' den. Both players have been announced fit to play for the round 16 clash against Nigeria come January 27 on Saturday in the ongoing AFCON competition. Onila Dudet. 2 of Cameroon strikers, Vincent Abubakar and Clinton Jie, have resumed training with a group after a week of absence due to injury. The 2021 bronze medalists were spotted training with the team a day after their win over the Gambia at the Stade du Lycée Technique de Bouaké.
At the start du lycée technique de Bouaké, Aboubakar has sustained a thigh injury on the eve of the Lions' first AFCON game against Guinea and was given 10 days for recuperation. Clinton Nje, on his part, was announced unfit on the eve of the second game against Senegal, like Aboubakar was not part of the Lions' group stage campaign. Their return is good news for Rigobert Song, who is in dire need of Aboubakar's goal-scoring prowess, as they have struggled to find the net from open play. All of their 5 goals in the qualifying campaign have been headers, and 2 of them have been scored by defenders from set pieces. Clinton Nje's experience playing against Nigeria way back in 2019 will come handy in their quest for a second berth on Ivorian soil. The team will leave for Abidjan this Thursday to continue training ahead of Saturday's game at the Félix Houphouët-Boigny Stadium. Et alors que la Coupe d'Afrique des Nations se joue toujours en Côte d'Ivoire, 6 entraîneurs de sélection nationale font face à de violentes critiques. D'ailleurs, certains risquent d'être démis de leurs fonctions avant la fin de la compétition. Côte d'Ivoire, Tanzanie, Gambie, Ghana, Tunisie et bien sûr Algérie. Voici la liste d'entraîneurs en mauvaise posture. La CAN 2023 a été amère pour certains entraîneurs de football. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule encore en Côte d'Ivoire, plusieurs entraîneurs se retrouvent face à une fin de campagne tumultueuse. Le 24 janvier, Djamel Belmadi, de l'équipe nationale algérienne de football, annonce sa démission suite à l'élimination de l'équipe par la Mauritanie sur le score de 1-0. À cette même date, Chris Hughton est démis de ses fonctions par la Fédération ghanéenne de football après l'élimination du Ghana de la CAN 2023. Avec lui, l'équipe technique des Black Stars est également dissoute. Dans un communiqué rendu public ce 24 janvier, la Fédération ivoirienne de football affirme avoir mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis Gasset. La fédération précise que le coach qui a été contraint à démissionner n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés. Revenu d'entre les éliminés, le pays de Didier Drogba va affronter en 8e de finale le Sénégal avec un nouveau coach en la personne de Hermès Faye, le sélectionneur adjoint qui va assurer l'intérim. Le jour d'avant, c'est-à-dire le 23 janvier, cet homme s'infiltre qui faisait ses adieux à l'équipe de football de la Gambie. Il démissionne après l'élimination de son équipe par le Cameroun sur un score de 2-3 en faveur du Cameroun. Le 19 janvier, Adel Amrouche, des Taifa Stars de la Tanzanie, se fait licencier après avoir tenu des propos accusant le Maroc d'influencer la Confédération africaine de football dans le choix des arbitres. Et le dernier en date, Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, qui a également démissionné. Away from our sports page, we now come back to Douala, where 22 women on behalf of the civil society stand up for Cameroon under the championship of Edith Kalawala have signed and deposited a petition to the competent government authorities against the rising insecurity, especially with the Eve Bobda case. They have demanded on these authorities to take concrete action as to ensure the safety of the victims. Details in the following report. In the face of the rising evil and insecurity that is taking on proportions in Cameroon, 22 women led by the civil society stand up for Cameroon under the championship of Edith Kawala
have signed and deposited a petition to the competent authorities denouncing the rising insecurity, especially with the Evie Bobda case, which has been at the center of a scandalous affair for a few days now. We are here today because the silence of the Cameroonian authorities is unacceptable. This is a matter of national security. These are matters of national security. We are demanding as citizens that, one, our government should constitute itself as a party in these cases and begin investigations immediately. Two, that the government should take action to protect the victims, because the victims are afraid up to now to come forward. Three, that the government should take measures to communicate to all Cameroonians, because it is unacceptable that we are in this situation and our government, whose primary responsibility is our security, does not pronounce itself. Accused of sexual violence and other unhealthy practices, the case Morals Evie Bobda, alleged guilty, has taken on proportion. According to the civil society champion, the government has remained silent despite the numerous shout-outs and noise made around this particular case. Il y a de multiples accusations qui vont dans la même direction et qui sont suffisamment crédibles pour inquiéter l'ensemble des citoyens camerounais. Nous ne sommes pas des juges, nous avons écrit pour que la justice fasse son travail. Nous ne sommes pas la police. Nous avons écrit pour que la police fasse son travail. Nous ne sommes pas la sécurité nationale. Hein? Nous ne sommes pas la défense. Quand une personne qui est accusée de tels faits est entourée par des gendarmes, entourée par des personnes en uniforme, les uniformes qui sont payés par nos impôts, nous, Camerounais, il est inacceptable que le ministère de la Défense reste silencieux. On a droit à des explications. Explications and actions is all the 22 women who have signed this petition on behalf of the rest of the victims through the BS of Stand Up for Cameroon are asking from the Cameroonian authorities as they took to the governor's office this day in Bounanjo Douala to protest their plight. Et ce 25 janvier 2024, la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun a écrit au procureur de la République auprès le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, pour justement dénoncer cette affaire qui fait rage sur les réseaux sociaux. Entre autres, la correspondance dit, Monsieur le procureur, la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun a, à travers les réseaux sociaux, appris qu'un individu nommé Bobda Hervé, qui vivrait entre Yaoundé et Douala, serait l'auteur de plusieurs infractions telles que outrage à la pudeur, harcèlement sexuel, viol, menaces, séquestration et violence sur plusieurs victimes qui ont peur de s'identifier mais qui ont néanmoins témoigné dans l'anonymat. La commission vous saisit aux fins d'ouverture d'une enquête pour que le suspect soit traduit devant les juridictions compétentes afin que justice soit rendue conformément à la loi camerounaise. Et alors justement que cette affaire de mœurs et d'abus sexuels fait rage en ce moment sur la toile au Cameroun, au moins un tiers des femmes avouent avoir subi une agression sexuelle en 2016, un mal qui prend des proportions inquiétantes au Cameroun, il faut le dire. Les associations de femmes des droits des femmes préconisent un dialogue permanent dans les foyers, un dialogue entre les parents et les enfants. Inès Pangan. Le mal prend malheureusement de l'ampleur au Cameroun. Plus d'un tiers des femmes en 2016 avouent avoir subi des agressions sexuelles dans leur vie. Des attaques souvent orchestrées par des membres de la même famille. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte que les abus se font beaucoup plus en famille. Les abus se font beaucoup plus en famille parce que là, il y a une certaine confiance. Alors, nous faisons comprendre aux enfants aux parents, qu'ils doivent faire comprendre à leurs enfants que même si c'est ton grand frère à la maison, il n'a pas le droit d'introduire ses doigts dans tes parties intimes. Le parent
en tant que garant de la sécurité de l'enfant, doit veiller à la protection de son intimité. Cela passe par l'éducation sur la connaissance des organes du corps. Le parent doit apprendre à son enfant depuis le bas âge de nommer les parties de son corps, de savoir que ces parties intimes sont privées et que personne n'a le droit de le toucher. Et également par la confiance qui doit exister dans la relation parent-enfant. Nous encourageons les parents à dire aux enfants qu'il n'y a pas de secret entre toi et quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien même que tu connais. Il n'y a pas de secret. Tu n'as pas le droit d'avoir des secrets avec qui que ce soit. Nous appelons ça les secrets liés au corps. Tout secret lié au corps est à bannir. Et le parent également ne doit pas faire des attouchements à l'enfant. Parce que si le parent habitue l'enfant à lui mettre les doigts pour peut-être le nettoyer, ces choses-là, et sans lui faire comprendre que les gens n'ont pas le droit de faire ça, demain, quand quelqu'un fait ça, il ne trouve pas que c'est un problème. Les psychologues recommandent, en cas d'abus sexuel, de briser le silence, une étape qui marque le début de la restauration après le grand traumatisme vécu. Balade dans la cité et ce soir nous faisons un zoom sur les mototaxis. Avez-vous remarqué que bon nombre de motos dans la ville de Douarla circulent sans rétroviseur et autres accessoires de sécurité? Nous nous sommes rapprochés de quelques conducteurs de motos pour comprendre les raisons de ces choix qui parfois sont à l'origine des accidents de circulation. Voici une moto en vente chez un concessionnaire à Douala. Et voici le prototype de moto qu'on retrouve sur nos routes. Constat, le conducteur n'a pas de casque. La moto en elle-même n'a ni rétroviseur ni clignotant. Une fois la moto vendue, elle est livrée au complet avec les différents accessoires qui vont avec, les accessoires de sécurité surtout. Vous avez la moto chez nous, quand elle est livrée avec un casque de sécurité qui nous protège la tête en cas de choc. Et telle qu'elle est constituée également, elle vient avec un pare-choc, des rétroviseurs et des clignotants. Bon, c'est vrai, d'ailleurs, vous allez constater beaucoup de motos sans tous ces accessoires. Et c'est-à-dire que ces accessoires n'ont aucune importance sur la route. Le casque déjà nous protège la tête. Nous savons tous en cas de chute. La tête, quand elle est touchée, c'est très grave. Le casque, c'est justement à nous protéger en cas de chute. Le rétroviseur, lui, il est essentiel dans la circulation. Ça nous évite d'avoir chaque fois à retourner la tête pour regarder derrière et nous mettant en danger parce qu'au moment où on regarde derrière, on ne voit plus ce qui se passe devant. Donc avec un rétroviseur, ça nous évite ce mouvement et on est en sécurité. Le pare-choc, lui, en cas de chute, évite que la moto vienne s'écraser contre les jambes. C'est pour ça que vous allez voir la plupart du temps les accidents de la circulation en moto. Les jambes, il y a beaucoup de jambes, de fractures aux jambes. Justement parce que plusieurs motos ils ont enlevé ce pare-choc. Donc c'est à peu près cela. Il y a l'élément essentiel également qui est le clignotant. Donc les gars enlèvent. Et au moins ça permet à signaler à celui qui arrive derrière nous si on va aller à gauche ou à droite. Donc une fois que vous n'avez pas, vous prenez un virage et quelqu'un vient de derrière vous percuter. Parole au conducteur de moto. Pourquoi circulez-vous sans ces accessoires? Ben, ma moto a vieilli. Ma moto a vieilli. Quand tu roules avec une moto telle que ma moto, il y a les endroits où, par exemple, là où tu vas voir, où je sors de PK21, il n'y a pas la route. Hein? Avec les secousses, ça quitte seul, ça tombe. Oui, si on achète les nouvelles rétroviseurs ou bien clignotants, ça sera la même chose parce que quand on va mettre, ça va toujours quitter. C'est la route qui fait tout ça, c'est pas nous-mêmes qui voulons enlever. Il n'y a pas de rétroviseur parce que c'est un robot. Hein? Ça veut dire que pour bouloir avec le rétroviseur, ça me gêne sément. Je ne peux pas bouloir avec le rétroviseur sur la moto. Ça fait le guidon perdre sément. Généralement, surtout les mototaximens, eux, ils préfèrent retirer ces accessoires une fois qu'ils ont acheté la moto pour de multiples raisons. Et donc, il y en a qui les conservent, ils retirent déjà pare-choc, clignotants et autres, ils les conservent à la maison et au moment de revendre la moto, ils remontent pour donner une allure de neuf à la moto. D'autres préfèrent tout simplement retirer ces accessoires parce qu'ils disent la plupart du temps
ça les évite de c'est encombrant et ça empêche de faufiler aisément dans la circulation. Comment faites-vous donc pour rouler en toute sécurité sur nos routes? Non, on conduit, on fait comme on a l'habitude de faire. On met la main quand on va aller à droite ou on va aller à gauche, on met la main. Sans rétroviseur, tu décales un peu, tu regardes à gauche ou à droite. S'il n'y a personne, tu profites. C'est comme ça qu'on fait pour s'en sortir. Ah? Tu fais comment pour regarder derrière? Non, je tourne seulement la tête pour regarder derrière. Quand c'est des parties comme ça, non? Si elle veut traverser comme ça, elle tourne la tête et voit, et traverse. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, non, gars. Parce que j'ai les yeux pour voir. C'est ça. Quand le travail, il y a les délinquants, il y a ceux qui sont là pour chercher le pain, pour nourrir sa famille. Mais pour celui qui est là pour chercher son pain, pour nourrir sa famille, il ne doit pas s'amuser avec ça. Autre question, qu'en pensent les clients? Entendez ceux qui empruntent au quotidien les motos. Non, les clients sont habitués, les clients n'ont plus de problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout comme les 10 clients, les autorités se sont certainement elles aussi habituées à la situation. Et donc, roulant sans casque, mettant la main pour clignoter et tournant complètement la tête pour regarder en arrière. Les conséquences sont tous les jours visibles sur nos routes. Away from our local news, we now take on our international page and it's with our foreign partners, the Voice of America. Backed by voters who consider immigration the most important issue in the 2024 race, former President and likely Republican presidential nominee Donald Trump won the New Hampshire primary Tuesday. We have millions and millions of people flowing into our country illegally. They come from prisons and they come from mental institutions. The victory is likely to embolden Trump to pressure Republican lawmakers to avoid a compromise on an immigration deal. He said on social media last week that Republicans should not agree to a border deal unless they get everything needed to shut down what he called an invasion by millions of people. The White House and senators from both parties have worked for months to hash out a deal that would provide $106 billion in security aid for Ukraine, Israel, and Taiwan. Republicans insist that it include funding to secure the border and a tightening of immigration rules. Last week, President Joe Biden said he was hopeful the package would pass at least the Senate. Now the question is for the Speaker and the House Republicans. Are they ready to act as well? Immigration activists are pessimistic. Congressional Republicans are not willing to put good faith policies on the table that bring into place a humane and orderly processing at the border and maintain asylum. Instead, we're seeing far-right Republicans dominate the debate, including former President Trump. The border issue fires up the Republican base, and passing a bill that Democrats can claim as a win could hurt Republican messaging in an election year. They don't want to do anything that might benefit Joe Biden and take this issue of the border off the table for the 2024 campaign. As wars in Gaza and Ukraine continue to rage, foreign policy has become more of a concern among Americans this year. An AP Norg Center poll found 60% of Americans say foreign policy should be a top focus for 2024, up from 41% last year. 35% cite immigration as a top concern, an increase from 27%. Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. Puts an end to the edition of this newscast on your television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. See you tomorrow with fresh news on your TV, STV. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.